Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie chinoise. En effet, quand on regarde sur le plan conjoncturel, les indicateurs d'enquête auprès des chefs d'entreprise en Chine ne sont pas très optimistes. On perçoit des risques de contraction de l'activité, notamment dans le secteur manufacturier. Mais il me semble que la problématique est plus large que celle-là, plus large qu'une situation purement conjoncturelle. En effet, quand on regarde la dynamique de croissance de l'économie chinoise, eh bien, on peut avoir le sentiment qu'on est passé historiquement d'une croissance de l'ordre de 10% à une croissance qui sera plutôt comprise entre 6 et 8%. Alors on peut le regarder sur un graphique. Vous avez ici l'évolution sur longue période de la croissance chinoise. Elle est grossièrement à 10% en moyenne historique, mais on voit bien que sur la fin de période, il y a un changement qui s'est opéré et ce changement est probablement pérenne. Alors c'est ce que nous expliquerons tout à l'heure, mais cette situation doit nous interpeller parce qu'elle va avoir un impact fort sur la zone asiatique, bien sûr, mais aussi sur nous, Européens. Alors on peut le visualiser très simplement en regardant l'évolution de la structure des exportations coréennes. Hein, quand on regarde la structure, alors j'ai mis la part des exportations qui vont vers la Chine, celle qui va vers les États-Unis, vers l'Europe, vers le Japon, et on voit effectivement depuis le début des années 2000, au moment où la Chine a adhéré à l'Organisation mondiale du commerce, un croisement entre la part des exportations qui vont en Chine et celle qui va vers le reste du monde. Et cette situation est préoccupante pour les Coréens parce qu'elle se traduit par une impulsion un peu moins forte. Si on passe d'une croissance chinoise de l'ordre de 10% à 6-8%, l'impulsion est nettement moins forte. C'est probablement d'ailleurs ce qui a expliqué le changement de stratégie mené au Japon. Monsieur Abe était dépendant aussi des exportations vers la Chine. Cette situation s'étant infléchie, eh bien, il essaie de trouver davantage d'autonomie dans son modèle de croissance. On peut imaginer que la Corée tienne ce même type de raisonnement. Donc on voit bien la liaison entre la Chine et la Corée. On aurait pu prendre Taïwan, on aurait pu prendre le Japon. Tous ces pays sont très dépendants de ce qui se passe en Chine. Donc ça veut dire que probablement que si l'économie chinoise va moins vite, l'ensemble de la zone Asie ira un peu moins vite. Alors pour nous, Européens, en quoi c'est préoccupant? Eh bien pour visualiser cette situation, le plus simple est de regarder par exemple l'évolution de la structure des exportations allemandes hors Europe bien sûr, et d'observer que j'ai mis ici trois éléments, l'évolution des exportations vers l'Asie en développement, l'évolution des exportations vers les États-Unis et vers la Chine spécifiquement, qui est compris dans l'Asie en développement. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il y a une très grande dépendance des exportations allemandes aux exportations vers l'Asie en développement, plus importante que vers les États-Unis. Et donc, si effectivement la zone asiatique est moins dynamique, moins robuste, eh bien, les exportations allemandes seront pénalisées. On peut dire exactement la même chose sur la France. Hein. Si on regarde le même graphique pour l'économie française, eh bien, on s'aperçoit là aussi d'une dépendance un petit peu plus marquée, à une échelle moindre qu'en Allemagne, mais une dépendance quand même vis-à-vis de l'Asie. C'est cette problématique-là qui nous concerne et qui concerne pas simplement l'Asie, pas simplement l'Europe, mais aussi un grand nombre de pays émergents. Je pense notamment au Brésil. Le Brésil a été très fort pendant des années parce que son commerce avec la Chine s'était développé, notamment sur les matières premières. Cette dynamique-là est beaucoup moins robuste aujourd'hui et les Brésiliens, qui n'ont pas fait tout un tas d'ajustements en interne, notamment sur l'investissement, sont aujourd'hui pénalisés. Voilà, c'est ce premier point que je voulais signaler. Une croissance plus faible en Chine va avoir des effets de contagion majeurs. Alors, qu'est-ce qui explique ce changement de stratégie? Eh bien, les Chinois ont commencé à se développer depuis une dizaine, une quinzaine, une vingtaine d'années et ils disposent désormais d'une classe moyenne beaucoup plus importante que par le passé et ils ont souhaité rééquilibrer leur processus de croissance, être un peu moins dépendants du reste du monde par leurs exportations et se concentrer davantage sur la consommation. Alors, une des raisons, alors voilà, c'est ce changement qui est important. Alors, en termes de dynamique conjoncturelle, quel impact ça peut avoir? Eh bien, ça veut dire que quand vous vous développez vers la consommation, eh bien, vous êtes obligé de développer davantage de services.
Services sociaux, services à la personne, et ces services-là ont généralement une productivité beaucoup plus faible que celle de l'industrie. Et de ce fait-là, l'impact sur la croissance sera important. Hein. La productivité est un élément majeur. Donc cette situation, ce basculement, est un premier élément important. Le deuxième aspect que je voulais souligner, c'est que la population chinoise elle-même change. Jusqu'à une date récente, avant la crise, eh bien, la population en âge de travailler augmentait très rapidement. On était à plus de 10 millions par an, et donc il fallait avoir une croissance très robuste pour satisfaire, pour permettre de créer des emplois et éviter d'éventuelles instabilités sociales. Il fallait créer des emplois et avoir de la croissance forte pour absorber cette population nouvelle et puis celle qui venait de la province vers les zones industrielles. Donc il y avait une dynamique nécessaire très, très forte à avoir. Quand on regarde l'année 2012, eh bien en 2012, la population en âge de travailler a baissé en Chine. Et donc on voit bien que la problématique change de nature. On n'est plus dans une économie contrainte à devoir absolument créer des emplois, mais une économie qui doit s'ajuster un peu différemment. Et là aussi, cela pèse sur la croissance. Et puis, le troisième élément qui va jouer très, très fortement, c'est que si effectivement l'économie chinoise doit développer des services, elle doit aussi, par nature, développer des services financiers pour que le consommateur chinois puisse arbitrer dans le temps entre son épargne, ses revenus aujourd'hui et ses revenus demain, entre ses dépenses aujourd'hui et ses dépenses demain. Donc il faut construire toute une infrastructure sociale pour les retraites, sur la santé, etc., pour que le consommateur chinois réduise son épargne et consomme davantage. Et ça veut dire, pour cela, que la Banque de Chine doit prendre des mesures pour maîtriser mieux le développement du marché financier, du marché bancaire chinois. On sait que depuis 2009, depuis la relance de 2009, il y a eu une explosion de ce qu'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire des banques qui se développent en dehors des contraintes légales, si je puis dire, et que la Banque centrale de Chine ne maîtrise pas totalement. Alors on a vu il y a quelques semaines, quelques courtes semaines, des tensions sur le marché monétaire chinois. Eh bien c'est une première salve, une première menace, si je puis dire, de la Banque de Chine sur l'équilibre du marché financier, l'équilibre du marché bancaire. Cette situation va perdurer et va peser sur la croissance. Voilà, c'est ces 4 points que je voulais souligner. Un basculement vers la consommation, le développement d'une économie de services, une population qui croît un peu moins vite, et avec une population en âge de travailler qui a même eu tendance à diminuer en 2012, et puis la Banque centrale qui veut contrôler davantage le système bancaire. Tous ces éléments modifient l'allocation des ressources en Chine et va pénaliser la croissance. Ça nous oblige, nous en Europe, à être beaucoup plus réactifs pour créer notre propre croissance, parce qu'on dépendra un peu moins du reste du monde, et notamment des impulsions qui viennent d'Asie. C'est en cela qu'il faut être attentif à ce qui s'y passe, à ce qui se passe en Chine, à ce qui se passe en Asie, parce que ça a eu par le passé un impact fort, et ça continuera à en avoir. À nous de nous désensibiliser de cette situation. Je vous remercie.